Bonjour messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis dessinateur de bande dessinée. Je m'appelle ce garçon qui représente des bermudas et des chemises parce que l'été arrive bientôt et il faut prendre ses précautions. Et derrière ces plaisanteries pas drôles, je masque mal une grande émotion car c'est la première, ah non c'est la première fois il y a une demi-heure, mais c'est la première deuxième fois que je vois un public qui a vu ce film. Donc je suis très ému. Ça vous a plu? Ouais. On commence bien. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on fait ce film. Ça a été très long, un dessin animé. Maintenant j'ai des lunettes, au début du dessin animé j'en avais pas. Et c'est compliqué de faire et un film de monstre et un film pour enfants en France. Et j'espère que ça vous a plu. Et j'ai essayé de retrouver là-dedans la voix qu'il y a quand je fais des bandes dessinées ou quand je fais des petits livres que je fais tout seul à mon bureau. Donc c'est facile, quand on a son cahier, on dessine ses personnages, on les fait parler, on oublie un peu que des gens vont le lire un jour, donc on est dans son imaginaire. Et dans le cadre d'un dessin animé, on prend beaucoup de temps, on rassemble énormément de gens et on essaye qu'ils racontent tous cette histoire-là avec la même simplicité que dans le livre. Et alors, justement, moi j'ai une question. Tu es l'auteur, le dessinateur de la BD Petit Vampire, qui est paru en 99, j'ai bien révisé? C'est possible. Donc il y a un moment, comment est-ce qu'on passe d'un dessin qui n'est pas animé à un dessin animé? C'est long. Non, mais il y a vraiment ce chemin-là, le travail individuel sur du papier, où on raconte une histoire de la façon la plus simple possible et en se disant, je ne sais pas du tout qui est mon lecteur ou qui est ma lectrice, je ne sais même pas si c'est un récit pour enfants, je le sais que je le fais parce que ça me fait plaisir, et avec un peu de chance, ils vont le ramasser quand ils le verront et ça leur plaira. Et ensuite, le moment où on fait un film, c'est rassembler un nombre fou de personnes. Moi, j'ai eu la chance de faire aussi du cinéma avec de vrais acteurs, donc je suis très rassuré quand je vois des acteurs. Donc même pour un dessin animé, je fais venir des acteurs et je leur fais jouer le texte. Il y a la longueur de l'histoire, c'est tout simple, mais Petit Vampire, c'était des albums de 30 pages au début. Donc c'est des albums qui étaient dans le rire, dans le plaisir de voir des monstres et dans une certaine légèreté. Ensuite, il y a eu une série télé quelques années après, mais qui était aussi dans des formats courts de 11 minutes. Et là, écrire une histoire d'1h30 sur Petit Vampire, donc avec Sandrina Jardin, ma scénariste, ça a été s'interroger sur comment faire pour aller plus loin dans le destin de chaque personnage, sans les alourdir, sans perdre ce qu'on connaît de leur caractère des albums. Et moi, j'ai le sentiment que plutôt que passer d'un livre à un film, ce qui est une question assez accessoire, passer d'un récit court à un récit très long, avec les mêmes personnages, et sans perdre le ton, ça demande à être bien entouré. Ça demande à avoir autour de soi des gens qui disent non, attends, là t'es en train. Parce que au début, en fait, quand avec mes camarades, on faisait chacun nos bandes dessinées et on était approchés par des producteurs qui voulaient. Je me souviens, par exemple, pour Sardines de l'espace, on nous proposait des longs métrages et on nous disait, mais alors, monsieur Emmanuel Guibert, vous nous dites, mais Sardines de l'espace, on l'a trouvé un jour dans une boîte de sardines et après elle était dans son vaisseau spatial. Il faut aller plus loin. Il faut nous raconter l'enfance malheureuse de Sardines de l'espace. Et Emmanuel Guibert répondait, ça ne m'intéresse pas, et on retournait à nos bandes dessinées. Là, sur Petit Vampire, on s'est dit, bon, t'es obligé, si c'est un drame sur le consentement, parce que je crois que c'est de ça que parle ce film, il y a Petit Vampire et Michel qui deviennent des amis pour de vrai, et il y a le Djibous qui passe son temps à essayer de forcer les gens à être ou ses amoureux, ou ses amis, ou ses machins, et puis on voit bien que ça marche pas trop. Donc pour écrire ça, on est obligé d'aller chercher dans les sentiments qui les ont constitués les uns les autres, qui les ont transformés dans ce qu'ils sont. Donc ça a été ça la question, c'était qu'est-ce qui fait que ce petit garçon est devenu Petit Vampire, qu'est-ce qui fait que Michel a rencontré Petit Vampire, et qu'est-ce qui fait que le Djibous a embêté tout le monde pendant 300 ans. Et toi, tu es plutôt Petit Vampire ou Michel? Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais Michel, parce que d'abord, il a ma tête, ensuite, il a une partie de mon état civil, c'est-à-dire que moi, j'ai perdu ma maman quand j'étais petit, et lui, il a ni sa maman ni son papa, et j'ai toujours voulu écrire des histoires pour les orphelins, pour une raison très simple, c'est qu'il y a un trop-plein narratif et un vide thérapeutique sur les orphelins. C'est-à-dire que quand vous vous intéressez aux enfants qui ont perdu leurs parents, il n'y a pas de livre de psychologie là-dessus, il n'y en a pratiquement pas. Les livres qui traitent de l'enfant orphelin vont être des livres qui vont parler aussi de l'enfant du divorce, par exemple, comme si ça avait quoi que ce soit à voir. Et à l'inverse, il y a une foule de récits pour enfants, Harry Potter étant le premier d'entre eux,
dont le héros est orphelin, qui s'adresse à des lecteurs qui ont leurs deux parents, ça crève la page, et qui sont dans la jouissance du « Ah, si jamais j'avais pas mes parents ». À mes yeux, le pire de tous étant Onward de Pixar, qui est une abomination pour un enfant qui n'a pas eu de parents, c'est-à-dire que tout le long, on joue avec « Tiens, voici la moitié du corps de ton père ». Juste là, Onward, c'est en avant. Et donc, ce que je tente de faire dans mes histoires, parce que pratiquement tous mes héros sont orphelins, je vais jamais dans la tristesse du gamin, je vais jamais dans son parcours intime qui me regarde pas. Par contre, je vais dans sa situation sociale. Je vais dans comment faire pour se faire des copains à l'école quand on a une famille toute cabossée, quand on a une famille bizarre. Et moi, je me rappelle quand j'étais petit, comment dire, ma principale terreur, c'était de pas me faire de copains parce qu'ils allaient dire « Ah, le pauvre, il n'a pas eu sa maman. Ah, le pauvre ceci, ah, le pauvre cela. » Donc je mettais toute mon énergie à être celui qui rigole le plus, qui dessine le plus, qui fait le plus le couillon, qui ceci, qui cela. Et peut-être qu'un des moments que j'aime le mieux dans ce film, c'est quand Michel est dans le sac avec les copains qui sont tous complètement foutus, et il leur dit « Je vous aime parce que vous êtes normaux. » Et enfin, quand il est entouré de monstres dans un sac plein de paix, là il s'autorise à pleurer un instant, c'est le seul instant où on pleure dans tout le film. Et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, et alors maintenant j'ai du recul sur Petit Vampire, parce que ça fait près de 30 ans qu'il est en librairie. Autant j'étais très inquiet le jour où Petit Vampire est entré dans les livres de CM2, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai perdu la cour de récréation, je rentre en classe. Autant je suis ravi de voir qu'il est utilisé depuis longtemps pour discuter avec les enfants de leur famille bizarre, ou de l'idée qu'ils se font de la bizarrerie de leur propre famille. Il y a un élément là-dedans aussi, puisque c'est un sujet très actuel, ce sont les accents que j'utilise en permanence, qui là tombent sous le sens, mais je vous garantis que quand on a fait la série télé, ça tombait pas du tout sous le sens, et j'ai eu droit à des levées de boucliers pas possibles. J'ai eu la chance de venir de Nice, où il n'y a pas deux personnes qui parlent sans accent, il n'y a pas deux personnes qui ont le même, c'est-à-dire dans ma famille, il y avait le Maghreb, l'Europe de l'Est, le Nice, l'Espagne, le machin, le ceci, le cela. Et moi j'ai voulu que dans Petit Vampire, ils aient tous des accents, et incarnés à chaque fois par un représentant du groupe humain ou de l'ethnie ou du machin qui a cet accent-là. Par exemple, il fait venir des vrais vampires, tout ça. Et juste, d'ailleurs, vu que tu doubles Marguerite. Malheureusement, oui. Tout le monde voit qui est Marguerite? Malheureusement, oui. Et non, mais moi j'étais tout content parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Marguerite, c'est une créature en surpoids et qui n'arrête pas de péter, donc j'étais vraiment parfait pour le rôle, c'est un rôle qui a été écrit pour moi. Et j'étais ravi d'arriver et de dire bonjour, j'ai du caca, ça fait toujours plaisir. Je vais faire ça, ça va très bien se passer. J'avais pas prévu que ma femme, pour me faire plaisir, a décidé de me faire la surprise de venir le jour de l'enregistrement des voix. Donc moi j'étais là, c'est moi qui tiens la bobine, je viens de faire caca. Et ma femme qui me dit, c'est très bien chérie, bravo. Et là j'ai su qu'on allait passer une longue journée. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des questions à ce moment-là? Alors attends. Comment vous avez fait pour la petite voix des mini-insectes du gibus? Pour la voix des personnes. Eh ben, ça tombe bien parce que j'allais en parler. Figure-toi que aucune des voix du film n'est traitée par ordinateur. Le secret des voix de Petit Vampire, c'est que j'ai de très bons comédiens, et j'ai de très bons comédiens qui viennent d'horizons totalement divers. Il y en a une qui vient de la comédie française, il y en a un qui vient d'un groupe de clowns qui s'appelle les Chiches Capons, il y en a que vous voyez souvent à la télé, comme Camille Cotin, ou comme Alex Lutz, ou comme Jean-Paul Roux. Et figure-toi que les kawaii, donc les créatures qui c'est super, j'ai un scoop terrible, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un garçon qui est grand comme une armoire à glace, qui tourne dans plein de polars et qui s'appelle Quentin Faure. Alors ce garçon, qui n'était pas là du tout pour ça, au début il était là pendant qu'on filmait les comédiens au début pour jouer le capitaine des morts et pour se battre à l'escrime, parce que c'est un véritable colosse. À la fin de notre premier tournage, j'ai dit tiens, je voudrais faire des fausses voix pour qu'on commence à faire l'animation. Et là tout d'un coup, je vois mon Quentin, qui est le meilleur du monde pour faire au Fantomate, il se met à faire Fantomate, qui se met à me faire les kawaii, et en fait, on n'a pas pu se débarrasser de lui tellement il est bon. C'est-à-dire qu'il est resté à la fin à faire les voix des kawaii, mais il n'était pas le seul, il y a eu d'autres kawaii, et à faire la voix de Fantomate le chien. Mon seul problème diplomatique, c'est que je suis niçois, que Quentin Faure, il savait très bien faire l'accent du sud-ouest, donc on aurait dit Tiki Olgado, mais mes copains de Nice ne me l'auraient jamais pardonné. Donc Quentin a dû faire un coaching de niçois pour avoir l'accent niçois. Comme quoi, c'est pas si simple. Voilà. Mais enfin, en gros, c'est des vrais gens qui prennent des vraies voix. Mais c'est pas la honte de dire j'ai du caca? Oui, c'est la honte. Non, mais tu sais que c'est au-delà de ça.
C'est aussi la honte de dire des gros mots, c'est aussi la honte de dire des trucs bizarres, et j'ai la chance, par mon métier de dessinateur de bande dessinée, d'intervenir en milieu scolaire depuis une trentaine d'années. Je me suis toujours battu pour que les enfants s'autorisent à maîtriser tous les registres de langage selon l'endroit où ils se trouvent. C'est-à-dire que venir dire à un enfant il faut bien s'exprimer, c'est complètement débile, parce que tu vas passer ton temps, tu vas être dans la cour de récréation et tu vas sortir un imparfait du subjonctif qui va faire que tu n'auras pas d'amis pendant toute l'année. En revanche, s'apercevoir que le langage c'est pour s'amuser et qu'on peut d'un moment à l'autre changer de registre de langage, ça c'est quelque chose dont je suis très promoteur, et je voudrais que l'audiovisuel se l'autorise. Or, souvent les dessins animés sont écrits pour que l'éducateur ou le parent ne soit pas embêté. Donc on va éviter le moindre gros mot. Alors c'est pas tout, ça tous les gens qui travaillent en anime le savent, mais vous ne le savez pas. Quand vous faites un dessin animé, il faut que vous pensiez aussi aux autres pays francophones et à leurs petites bizarreries, au rang desquelles le Canada. Affection totale le Canada, sauf le sens du mot les gosses pour eux. Vous savez ce que ça veut dire les gosses pour un Canadien? Ce sont les testicules. Si vous n'avez pas été au catéchisme, vous ne connaissez pas. C'est... bon, oh là là. Tu peux pas dire les gosses dans un dessin animé pour enfants, ils te le font redoubler, ils te le font changer. Et quand tu dois écrire 52 épisodes de 13 minutes de Petit Vampire, évidemment que ça t'échappe toutes les 10 lignes de mettre les gosses. Et la personne de la production qui n'en peut plus de t'appeler parce qu'elle sait qu'elle va se faire pourrir la tête. Excuse-moi Joanne, il y a encore les gosses à cet endroit, c'est horrible. Donc voilà, t'as pas le droit de dire les gosses dans un dessin animé. En fait, est-ce que c'est vous qui avez fait aussi la voix dans le dessin animé parce qu'elle ressemble beaucoup? Laquelle? Dans le premier d'il y a longtemps? Oui. Non. Dans le dessin animé d'il y a 15 ans, c'était une autre équipe de comédiens. Et c'était un dessin animé qui était fait avec très très peu de moyens. On faisait un épisode par semaine. C'est-à-dire qu'on faisait 11 minutes d'animation par semaine. Avec des tas de dessinateurs qui sont ensuite devenus de grands dessinateurs de bande dessinée, parmi lesquels les Kerascoët, parmi lesquels Florence Dupré-Latour, Jérémy Perrin, qui est un grand réalisateur d'anime aujourd'hui. Et parmi les voix, il y avait beaucoup de comédiens qui étaient ravis parce que c'était une nouvelle manière un petit peu de faire des voix de dessins animés. Et moi j'étais là pour les enregistrements, mais c'est pas moi qui faisais les voix. Et il y en a un qui est devenu très célèbre, c'est celui qui faisait la voix de Petit Vampire et la voix de Claude. C'est personne d'autre que Riette Satouf, figurez-vous. Voilà. Comment vous avez arrivé à faire la grosse voix du monstre au début? Ah, et ben lui c'est un garçon qui est clown, qui est très volumineux et qui arrive à prendre une énorme voix, et il fait deux personnages dans le film. Il fait Claude, parce qu'il vient du nord de la France, et moi je voulais un accent ch'ti, mais je voulais que ce soit une vraie personne du nord de la France qui le fasse, donc c'est lui qui l'a fait, et il l'a vraiment très bien fait. Parce qu'à la base, à l'origine, Claude, on imitait un peu la voix du chanteur Renaud, et après c'est devenu complètement autre chose. Et pareil, il est venu enregistrer, et je lui ai dit, je suis embêté parce que j'ai besoin d'un dieu du chaos au début, et je sais pas trop comment on va le faire, peut-être par informatique et tout. Il me dit, attends, je vais te le faire. Et il a dit, alors, je veux ma chère fraîche. Enfin, il le fait beaucoup mieux que moi. Et il a fait ça très bien. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'un comédien qui réussit un truc, il te le fait pour de vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où il fait le malin, où il est en... Si je lui demande d'être un dieu de 200 kilos, ben, il se transforme en un dieu de 200 kilos. Et il arrive à t'y faire croire. Et ça, c'est marrant, hein, les comédiens, quand même. Par exemple, Jean-Paul Rouve, pour Le Capitaine des Morts, il a tout à fait compris que ce gars a une tête de squelette pour faire peur aux méchants, mais qu'en fait, il est là pour protéger les enfants. Donc, il lui a créé une voix de papa un peu dans la lune, un peu avec le cerveau vide, un peu qui a oublié ce qu'il a dit 5 minutes après, ou Camille Cotin, qui a totalement compris que Madame Pandora, qui a un physique de cliché féminin des années 50, puisqu'elle vient des Vampirella, des machins, etc., aujourd'hui, c'est un personnage complètement différent. C'est celle qui est obligée d'assumer 1000 fonctions à la fois, puisque c'est elle le vrai chef de famille, et elle a joué un personnage qui est beaucoup plus moderne que ce que dit l'aspect de Madame Pandora. Donc le comédien, il influe vraiment sur le sens du récit, je crois. C'est quelqu'un qui va aussi raconter. Est-ce que ça a été très long de faire les dessins? C'est si long. C'est si long. D'abord, il faut écrire l'histoire. Avec Sandrine Ajardel, ma scénariste, on a passé un peu plus d'1 an à écrire l'histoire. Écrire l'histoire, c'est-à-dire la réécrire plein de fois. Une fois qu'elle est écrite, je dois faire ce qu'on appelle les storyboards, c'est-à-dire je dessine tous les plans, mais en gribouillis dans mon cahier.
Et ensuite, on commence à faire venir on filme des comédiens et ensuite on fait venir des animateurs. Celui qui va faire le mouvement, il va faire 1 seconde par jour, pas plus. Celui qui fait les décors, il fait plein de décors, plein de fois. Celui qui fait ce qu'on appelle les designs, il va chercher à réinventer les personnages de la bande dessinée et à leur trouver un autre aspect. Et il y a des gens qui font de la recherche. Ensuite, on s'est déplacé dans les régions où ça se passe, on a fait des tas de photos. Par exemple, la maison des grands-parents de Michel, c'est la maison de mes grands-parents, mais malheureusement, elle ne nous appartient plus, à ma famille. Donc, on est allé escalader la propriété, on a pris des photos et on est reparti. Et donc, on a fait des tas de choses comme ça. Donc, et tout ça, ça a pris 6 ans. Ah, au milieu, j'ai fait faillite et j'ai été racheté par une autre maison de production. Et maintenant, c'est bien, on a pu finir le film. Comment tu as fait pour trouver tous les animateurs pour faire les voix? Alors les animateurs et les voix, c'est pas le même métier. Les voix, c'est les comédiens. Donc les comédiens, ils sont ravis de venir faire des voix parce que c'est quelque chose, c'est assez léger comme travail par rapport à leurs autres boulots. Les animateurs, tu sais, les animateurs français sont très bons. En général, ils trouvent du travail avant même la fin de leurs études, et c'est beaucoup aux États-Unis. Et moi, j'ai la chance de leur proposer un dessin animé, ce qu'on appelle en 2D, c'est-à-dire avec des dessins. Et comme ils aiment beaucoup faire ce genre de choses, il y en a beaucoup qui acceptent malgré tout de travailler en France pour faire ça. Et on a la chance en France d'avoir à peu près les meilleurs animateurs du monde dans ce domaine. Et je crois que grâce au dessin animé du Chat du Rabbin, je m'étais déjà fait pas mal de copains dans ce métier, et je crois qu'ils avaient bien aimé travailler avec moi. Donc ça a été assez facile de reconstituer une équipe. Pourquoi Jibou a une tête de lune? Ah, le Djibous, c'est un personnage de l'imaginaire niçois. C'est une chanson niçoise. La chanson du Djibous, c'est une fille qui a vu un bossu dans les champs. Elle s'est moquée de lui, elle lui a coupé la bosse. Et par punition, elle a eu 3 enfants qui ont eu tous les 3 la bosse. Quand j'étais petit à l'école maternelle, on nous chantait ça. Et comme Jibou, ça peut être la lune, j'en ai toujours fait une lune dans mes bandes dessinées et dans le dessin animé de Petit Vampire aussi, il y a 20 ans. Donc, comme c'était le plus méchant de mes personnages, je trouvais qu'il serait très bien pour faire le méchant. Et juste pour le Djibous, j'ai lu que tu avais fait une maquette, enfin, tu avais fait une prothèse de lune. Ah oui. Et que tu l'avais fait poser aux comédiens. Parce qu'il y a eu des combats. Parce que les combats à l'épée ont été vraiment joués par des cascadeurs. Alors, il y a des comédiens et il y a des cascadeurs. Et effectivement, l'atelier 69 de Montreuil nous a créé un moulage de tête de lune pour que le comédien qui se battait avec ses 2 épées ait une tête de lune. Et un de nos cascadeurs, d'ailleurs, venait de Star Wars. Il avait fait, comment ça s'appelle? Rogue One. Et ensuite, il a débarqué chez nous pour faire tous ces combats. C'est le fils de Dominique Foissy. C'est qui lui a brisé le cœur à Petit Vampire? Ah. Eh ben, c'est une excellente question. La réponse n'est pas la même dans le long métrage et dans mes bandes dessinées. Dans mes bandes dessinées, parce que le personnage qui existait avant Petit Vampire, c'était Grand Vampire. C'est un adulte vampire qui vit dans son château et qui est assez dépressif. Et dans les bandes dessinées, j'ai inventé qu'un jour, il en avait marre d'être un adulte et il a décidé de devenir un enfant. Il est devenu tout de suite Petit Vampire. Et dans le dessin animé, c'est plus simple, c'est ce petit garçon que tu vois au début du film, qui est figé entre la vie et la mort, parce qu'à cause du Djibous, il risquait sa vie, et le capitaine des morts les a figés, sa maman et lui, dans un lieu où leur vie n'avance plus. Voilà. Mais moi pourquoi j'ai utilisé les morts vivants dans ce récit? D'abord parce que j'adore les monstres, ça me fait marrer, mais ensuite parce que parler du mort vivant, ça permettait à Michel de parler de la vraie mort de ses parents de manière plus simple. Tu sais, si un enfant a vécu un drame et que tu vas le voir en disant « Je sais que tu as vécu quelque chose de très traumatisant, j'aimerais bien que tu m'en parles », il ne va jamais te parler de rien du tout. Par contre, si tu lui dis « Tu sais, moi, il m'est arrivé un truc, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela », il y a des chances qu'au bout d'un moment, il entre dans ton récit et qu'il te dise « Tiens, c'est marrant parce que ça me fait penser à ça ». Donc, Petit Vampire, il sert à faire parler Michel dans mon récit. Après, Petit Vampire, il évoque aussi un problème qu'ont beaucoup les enfants aujourd'hui, c'est le problème d'être surprotégé. C'est que Petit Vampire, ses parents ont peur de tout pour lui. Il sort pas, va pas là, fait pas ça, ça. Et lui, il sait même plus pourquoi il a droit de rien. Et au bout d'un moment, il explose et il prend son destin en main et il se recrée un espace de sécurité. Donc ça, c'est très intéressant, le moment où les enfants désobéissent à leurs parents. Et dans ce film, je crois qu'ils désobéissent pour une bonne raison. Aussi bien Petit Vampire que Michel. Tous les enfants ont une bonne raison de désobéir à leurs parents. C'est ça la morale du film. C'est possible. Pourquoi le Djibou a été si intéressé pour rattraper le petit vampire? La femme en laquelle il était amoureuse d'elle, mais le petit... Mais parce qu'il est extrêmement tendre. Parce que il veut pas juste être amoureux d'elle et se marier avec elle, il veut avoir une famille avec elle. Et en fait, toute l'histoire du film, c'est que tu peux pas obliger les gens à faire un truc s'ils sont pas d'accord.
Et lui, il veut pas écouter ça. Lui, il veut les obliger, il veut devenir un chef de famille alors qu'il a jamais rien fait pour eux. Et donc, il fait tout ce qu'il faut pas. Le méchant, c'est formidable, c'est la personne qui fait tout ce qu'il faut pas. Moi, mon problème, c'est que dès que je me mets à mettre en scène un méchant, je peux pas m'empêcher de l'adorer au bout d'un moment. Parce que dès que tu vois un personnage qui fait n'importe quoi et qui rend tout le monde malheureux et qui est complètement débile, je les aime bien au bout d'un moment. Donc j'essaie toujours de sauver mes méchants. Donc cette histoire, elle pourrait aussi s'appeler un peu Sauver le Djibous. C'est qui a fait la voix du poisson? Il a une voix, le poisson? Ah oui, quand il sort de son bocal. Écoute, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Parce qu'il y a plein de gens qui ont fait les voix, puis il a qu'une phrase à dire. Ça, c'est il devait y avoir un comédien, je lui ai dit, tiens, fais-moi le poisson. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de voix qui ont été rajoutées parce qu'au bout d'un moment, ça nous paraissait marrant quand on voyait l'anime. Par exemple, à un moment, il jette une bouteille de coca et il y a un vampire qui dit que font les parents? On l'a rajouté après. Et d'ailleurs, je profite pour rebondir sur la question. Dans l'animation française, souvent on enregistre les voix avant de finir le film. Vous avez ce qu'on appelle l'animatique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce procédé qui est un peu contre-intuitif parce qu'on a tendance à penser qu'on fait les voix à la fin quand on a fini toute l'animation? Ah non, non, un animateur il est obligé d'animer sur quelque chose. Donc la situation idéale, c'est de pouvoir tourner de vrais comédiens avant de faire l'animation, de les enregistrer en situation de cinéma, c'est-à-dire avec un très bon son, et tout le monde anime là-dessus. Bon, nous on n'avait pas l'argent pour ça, donc nous on avait des comédiens qui ont joué tout le film, on les filmait à la mini-DV. Après j'ai fait avec eux ce qu'on appelle des voix témoins, c'est-à-dire qu'ils m'ont filmé tous les dialogues du film, on a animé là-dessus, et une fois que tout était animé, on a fait venir les voix définitives, qui étaient des comédiens différents, et qui se sont calés sur ces voix-là. Après, la vraie différence entre les Français et les Américains, ça c'est assez étrange, c'est que les Français travaillent sur ce qu'on appelle une bande rythmo, c'est-à-dire que votre comédien arrive, il y a le texte qui passe sous l'image, et il doit lire le texte à la vitesse où ça apparaît. Donc ça lui impose un rythme, et si le comédien sait lire, ça se passe bien. Les Américains, ils ne travaillent pas du tout comme ça, ils travaillent syllabe après syllabe. Et j'ai fait une pub il y a quelques années où j'ai dû avoir la voix de Betty Boop, donc on m'a fait venir la dame américaine qui fait la voix de Betty Boop, et elle ne travaille que syllabe après syllabe. Mais il n'y a que les Américains qui savent faire ça. Merci à vous, au revoir. Pourquoi il y a une bulle autour de la maison? Ah, j'espère qu'on comprend ce que ça veut dire. C'est un sortilège du capitaine des morts, grâce auquel cette maison a l'air normale, et grâce auquel on ne peut pas les voir. Et ce qui est effectivement difficile à voir en nuage, parce qu'à un moment on voit le Djibous qui arrive, et en fond dans le décor on voit énormément la maison, donc j'ai rajouté le « ils sont là, je ne les vois plus ». Parce que si attends, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Pourquoi sur la photo, le chien il veut manger le poisson et dans le film il ne veut pas le manger? C'est une excellente question. C'est une excellente question. Alors je vais t'expliquer comment on fait une affiche de cinéma et je vais t'expliquer comment on fait une couverture de BD. Une couverture de BD c'est facile. Je suis chez moi, je fais un dessin qui me fait marrer, je l'envoie, ça devient la couverture du livre. Une affiche de cinéma, comme c'est là-dessus que dépend le succès du film, en réalité de moins en moins, parce que maintenant c'est les bandes annonces, on se prend tous la tête, entre le producteur, le diffuseur, enfin tout le monde, on est 25 000 cuisiniers derrière ce potage, et chacun fait des petits croquis. Au bout d'un moment, tu arrives avec un croquis qui doit représenter l'affiche, sur lequel tout le monde est d'accord, donc il y a une loi très simple, la création c'est pas de la démocratie, dès que tout le monde est d'accord sur quelque chose, tu peux être sûr que c'est pas drôle. Donc on aboutit au bout d'un moment à une affiche dans laquelle il y a vaguement la chambre, Michel, Petit Vampire et les monstres, et où il y a moyen qu'on s'emmerde. Donc je me dis comment je peux rajouter des trucs rigolos. Donc voilà, j'essaie de faire le truc qui essaie de manger le poisson. Et de toute façon le principe c'est que j'ai besoin que ce chien fasse toujours une connerie. Donc voilà. Vous avez fait quelle école pour l'animation? Alors, on a eu une énorme chance en France et en Belgique, et aussi en Suisse, c'est qu'on est les pays avec le plus d'écoles d'art au monde pratiquement. Donc il y a énormément de formations, toutes plus valides les unes que les autres. C'est impossible d'en conseiller une plutôt que les autres parce qu'il n'y a pas deux élèves qui se ressemblent et pas deux méthodes qui se ressemblent. Moi j'ai une école à Nice qui m'a beaucoup apporté, qui s'appelait la Villa Thiol, qui était une école pour papy et mamie où on faisait de la peinture à l'huile et des sculptures, c'était formidable. Et avec le recul, en tout cas dans mon cas, le plus important ça a été les études de sciences humaines. Les études d'histoire de l'art, des études de philo, ce qu'on appelle un peu bêtement une culture générale, c'est-à-dire que pour raconter des histoires, il faut avoir beaucoup de choses en commun avec son public. Donc ça me semble le plus important. Ensuite, pourquoi je ne sais plus quoi conseiller, c'est qu'on est le pays avec le plus d'étudiants en art, le pays avec les jeunes gens les plus talentueux au monde, et on est un pays dans lequel il n'y a plus du tout de travail dans les bandes dessinées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un auteur qui réussit à publier régulièrement, aura beaucoup de mal à vivre des bandes dessinées.
Heureusement, c'est pas le cas dans l'animation. Il y a beaucoup de travail chez les animateurs. Mais voilà, comme tous les métiers sont difficiles, autant faire un métier qui vous plaît. Si vous aimez les métiers artistiques, allez-y. Il y a beaucoup d'écoles formidables. Moi, j'ai fait les Beaux-Arts de Paris, après avoir fait des études de philo. Quand je l'ai fait, les bandes dessinées étaient à peu près interdites aux Beaux-Arts. Depuis 4 ans, je suis professeur aux Beaux-Arts de Paris, donc maintenant, les bandes dessinées, ils sont autorisées. C'est pas pour ça que c'est forcément l'école que je conseille, il y en a plein d'autres qui sont très bien. Je l'ai retenu parce que j'ai eu peur qu'il aurait réussi à attraper la maman de petit vampire. Ma chérie, j'ai pas compris. T'as eu peur de quelque chose? Oui, c'est parce qu'en fait, j'avais peur que le méchant attrape la maman de petit vampire. Ah mince, et ça t'a fait peur pour de vrai? Oui. Oh là là, je suis désolé. Tu sais que ça, c'est mon principal problème. C'est que, à la fois, quand il y a des monstres, j'ai envie que ça vous fasse peur de temps en temps, parce que sinon, vous allez vous dire, mais c'est nul son film. Et en même temps, j'ai pas envie que ça vous fasse trop peur. Et je passe ma vie à me demander, et malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse, parce qu'il n'y a pas 2 enfants pareils. Par exemple, quand j'étais petit, mes 2 enfants, je me souviens, ils étaient terrifiés par la cornemuse dans Oui Oui. Donc, moi, je suis terrifié par la connerie du dessin animé Oui Oui, mais ça s'injure. Mais mes enfants avaient peur de la cornemuse de Oui Oui. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, ils étaient terrifiés. Et un jour, je suis rentré, je les ai vus devant un film d'horreur, ils n'avaient pas peur du tout. Donc, moi, j'ai un métier, c'est de vous donner des images pour jouer avec. Et je crois que les peurs existent de toute façon, avant même qu'on voit un film. Et je crois que parfois, quand on réussit à figer une peur sur une image, eh ben on la sort un peu de soi. Mais alors, une fois qu'on a dit tout ça, si je t'ai fait peur, je suis tellement désolé. Et j'espère que je t'ai pas fait trop peur. Moi, quand j'étais petit, j'ai été terrifié par la danse des Indiens dans Peter Pan et par le moment où Dumbo rêve d'éléphants jaunes et bleus parce qu'il a bu de l'alcool. Enfin, il est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait plus boire d'alcool aux enfants, donc ça n'arriverait plus. Mais voilà, je suis vraiment désolé s'il y a un aspect de ce film t'a fait peur. Et j'ai l'impression que toi, petit, tu as vu pas mal de films dont normal tu devrais aller voir. Oui, bien sûr. Mais moi, j'ai eu d'abord les revues de films d'horreur et j'avais pas les films. Et c'était ultra frustrant. Donc j'ai inventé des trucs à partir de ça. Et après, comme je voulais tellement voir ça, mon grand-père me faisait entrer. Il y avait encore à Nice des cinémas où il y avait 2 séances avec des films d'horreur. Et en particulier, dès l'âge de 11-12 ans, j'ai vu des films italiens d'horreur. Le pire, enfin le premier que j'ai vu, c'était Le Commando des morts vivants, où il y a des zombies nazis sur une île qui poursuivent des vacanciers qui ont la mauvaise idée de se séparer à chaque fois que des zombies arrivent. Et évidemment, à chaque fois, ils finissent. Et le pire, je me souviens, il y en a un... Je ne peux pas le dire parce que je ne veux pas qu'il l'entende. Le pire, à un moment, il y en a un, non seulement il est mort, non seulement il tombe dans l'eau, mais en plus, quand on le retrouve, il a des piqûres d'oursin partout. Pour un niçois, les piqûres d'oursin, ça fait vraiment très peur. Et ce dont je me souviens le plus, c'est la fois où je me suis fait avoir, parce qu'on n'avait pas le VHS à la maison, en tout cas, j'avais pas les films d'horreur dessus, ce qui m'empêchait pas, à partir des jaquettes, d'inventer les films. Donc j'étais capable de raconter Cannibal Holocaust du début à la fin. Je confondais avec une scène de Cannibal Ferox où il décapite une tortue. Mais la fois où je me suis vraiment fait avoir, c'est la fois où j'ai inventé une histoire terrible d'une ville où, à cause de grappes de raisin empoisonnées, tout le monde devient fou et sanguinaire, etc. Et j'ai expliqué à mes camarades que ce film s'appelait Les raisins de la colère. Et là, ma carrière de cinéphile s'est arrêtée aux yeux de la classe. C'est une blague que seuls les plus de 14 ans peuvent comprendre. Voilà. Comment se fait-il que le petit pouce soit redevenu humain après avoir serré la main du bateau? Ah, ça c'est parce que... Ça c'est un truc qui m'a beaucoup tenu à cœur. C'est parce que elle lui a redonné son humanité, parce que c'est la première personne qui le regarde sans méchanceté et avec gentillesse, et parce qu'elle est disposée à bien l'aimer. Et lui, finalement, il s'est enfermé dans un piège où il est méchant avec tout le monde depuis 300 ans. C'est pas que ça lui plaise, c'est qu'il sait pas faire autre chose. Et tu vois, à la fin, comme elle, c'est un peu une princesse endormie, la logique du truc, c'était il l'embrasse pour la réveiller, comme on réveille les princesses. Et là, mes animateurs sont venus me voir et m'ont dit « Mais Johan, il peut pas l'embrasser pour la réveiller. Tu fais tout un film qui parle du consentement, tu fais tout un film qui parle des personnages qui se libèrent eux-mêmes, etc. Tu peux même pas mettre ta princesse endormie et le méchant l'embrasse et elle lui appartage. » Oui, t'as raison. Alors en fait, il lui rend le souffle, elle se réveille, elle le regarde, et elle lui dit, bon bah tiens, et il lui dit, de toute façon, je suis moche, je suis méchant, elle le regarde, et elle lui prend la main. Et c'est elle qui lui prend la main, et c'est la première fois que quelqu'un prend la main de ce type. Et au moment où on lui prend la main,
il devient oh, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai pas d'espoir pour l'humanité. C'est pour ça que je suis à la SPA. Mais j'ai un copain qui a de l'espoir. Alors, ce copain, il est artiste contemporain et il s'est retrouvé il y a 2 mois à faire un projet d'art contemporain dans les prisons de haute sécurité américaines. C'est l'assistant de l'artiste JR. Donc, ils sont allés dans les prisons où il y a tous les gangs enfin, il y a tout ça, de trucs américains. Et bon, mon copain, il est juif, le pauvre, c'est pas sa faute. Et il s'est trouvé dans le gang de ce qu'on appelle la Aryan Nation. C'est des mecs qui ont des croix gammées, des machins et tout, comme le rappeur là en ce moment, mais bon, américain. Et donc, il se trouve là, et il commence à discuter avec les gars. Je vais pas dire qu'ils sont gentils, mais quand ils ont l'occasion de parler avec quelqu'un, ils sont contents. Il leur a fait lire le journal d'Anne Frank. Et il y en a un, c'est son correspondant maintenant, il lui dit « Ah, je savais pas, tu sais, moi j'aime bien cette attitude, parce que quand même, nous les Blancs, il faut qu'on se tienne les coudes, parce que quand même, vous contrôlez tout et tout, mais quand même, toi, t'es sympa. » Et moi, je pense qu'on ne perd jamais rien à tendre la main à un méchant, parce que peut-être au fond, il n'est pas méchant. Vous savez, c'est marrant, enfin, c'est pas marrant du tout, en fait. Il y a une dame que j'aime beaucoup qui s'appelle Alice Miller, si vous avez l'occasion de la lire. Alice Miller, elle s'est mise à étudier à un moment l'enfance des dictateurs, l'enfance de Saddam Hussein, l'enfance de Hitler, et elle a soulevé des trucs évidents, c'est que dans les 2 cas, et dans les 1000 cas, c'était des enfants maltraités. Et il y a des tas de gens qui refusaient d'accepter l'idée qu'Hitler a été un enfant maltraité, comme si tout d'un coup, on était en train d'amoindrir la portée de ses crimes, ou de réduire le danger du nazisme, mais non, on était juste en train de donner une explication rationnelle à la raison pour laquelle un humain trouve acceptable de commettre des abominations. Vous vous souvenez dans les romans de serial killer, pas Le silence des agneaux, mais la suite, je me souviens plus, Dragon Rouge, je crois que ça s'appelle, il y a un tueur, je peux dire devant des enfants parce que les histoires de serial killer, c'est les mêmes histoires que les histoires de contes de fées. Il y a un tueur qui tue des tas de gens, mais simplement pour pouvoir les tuer, il a besoin de leur mettre des miroirs dans les yeux avant. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut pas voir que la personne en face de lui est en train de souffrir. Mais ça, au quotidien, vous en voyez tous les jours des gens comme ça. Des gens qui, quand ils ont le moindre petit bobo, vous pourrissent la journée. Je t'ai attendu 3 heures, où t'étais pas possible, tu me pourris. Mais la minute où vous leur parlez de votre souffrance à vous, ils en ont rien à foutre. C'est comme le capitaine Crochet dans la BD de Loisel. Il dit « Je ne supporte pas la vue de mon propre sang, le sang des autres, je m'en fous. » Donc le moyen de soigner un méchant, si on en croit Alice Miller, c'est la main secourable. Donc ce que j'ai essayé de raconter avec Bois dormante à la fin, c'est cette main secourable, c'est ce moment, mais moi j'ai pas cet espoir-là, hein, mais j'aime bien les gens qui sont capables de l'entretenir, ce moment où on prend la main de quelqu'un et on dit bon, voilà. Depuis quand vous faites de la BD? Depuis toujours. Depuis toujours. Quand j'étais au cours préparatoire, on me demandait, il y avait, peut-être vous avez ça, on vous fait remplir la fiche sur ce que vous voulez faire comme métier, et moi j'avais mis pompier et dessinateur de bande dessinée, et pompier ça n'a pas été possible, donc j'ai fait dessinateur de bande dessinée. Mais je me souviens de la révélation. Peut-être vous savez ça, puisque vous venez de me rencontrer, mais quand j'étais petit, je me souviens de la révélation du moment où j'ai appris que c'est des êtres humains qui dessinaient les BD. Parce que moi, ma grand-mère, elle me disait que c'était des machines. Je disais, mais comment ils font pour faire Mickey? Elle dit, bah, tu vois bien, c'est tellement le même dans chaque cas, c'est forcément une machine. Et le jour où j'ai découvert que c'était des gens avec de la plume, avec de l'encre, avec du machin, je ne pensais plus qu'à ça. Pourquoi derrière le rideau? Mais oui, tu veux dire qu'à un moment dans le film, derrière le rideau, ils croient qu'on va voir les acteurs? Je vais être obligé de faire des blagues sur ma famille du Maghreb. Quand j'étais, donc j'ai d'une famille d'Algérie, il y a une maison quand j'étais petit. Et ils nous disent que des mensonges. Ils nous disent, ils sont partis sur la Lune, comment tu peux y aller à fait cette taille? Alors dans ce genre de science alternative, ma grand-mère, je me rappellerai toujours, il y avait les accords de Camp David. Aujourd'hui, on ne se souvient pas parce que c'était une époque, il y a 40 ans, on pensait qu'il allait y avoir la paix au Proche-Orient. Je vous dis la science-fiction. Et ma grand-mère, elle arrive, elle me coupe mes dessins animés pour mettre les accords de Camp David. Je dis, mais mamie, c'est forcément moins important que mes dessins animés. Enfin, s'en est suivi une grande discussion. Et il y a quelqu'un qui va bien. Et ça j'ai tombé de là. Et comme dans The Boys. Et ça s'en est suivi une grande discussion où j'ai demandé à ma grand-mère de m'expliquer comment on faisait des dessins animés. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que, pas ici, mais à Paris, dans la télé, il y avait des messieurs avec des bonhommes en papier qui les faisaient bouger comme ça derrière.
Voilà, donc là, effectivement, dans le film, j'ai montré Marguerite qui pense que quand on va derrière l'écran, on peut voir les acteurs. Et une autre histoire que je trouve très mignonne, la maman de mes 2 aînés a une famille qui vient du sud-ouest, et elle avait une grand-mère qui est décédée à près de 110 ans, mais alors, et qui a eu la télé, et cette dame s'habillait toujours bien pour regarder le journal télé. Et je trouve ça très beau, et je crois qu'il y a une part non négligeable des gens qui s'imaginent quand même qu'ils sont devant quelqu'un quand ils sont devant la télé. Je me rappelle quand j'étais petit, après j'arrête, j'ai eu un appareil dentaire qui me sortait de la bouche, j'avais très honte, et le soir où je l'ai mis, il y avait Karen Cheryl à la télé, et j'étais très amoureux de Karen Cheryl, et je voulais pas qu'elle me voie avec mon appareil dentaire. Voilà. Ce sera la dernière question. Oui, parce que finalement, là, je suis en train de partir complètement ailleurs. C'est pour savoir si on peut trouver le t-shirt que vous avez. Non, tu peux pas l'avoir. On les a fait à l'unité pour nos animateurs quand on est allé au Festival d'Annecy il y a 2 ans. Et j'ai fait un truc ultra subtil la semaine dernière parce que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien quand même pouvoir en racheter parce que les miens, ils vieillissent. Et j'ai fait une image sur Instagram et j'ai dit, c'est dommage que ces t-shirts ne soient pas dans le commerce. Je faisais ça pour que mon producteur me réponde, mais oui, on va en commercialiser plein. Et au lieu de ça, j'ai 300 copains qui m'ont écrit en disant, tu peux m'en faire s'il te plaît. Mais j'ai espoir qu'ils se mettent à en vendre, comme ça je pourrais m'en acheter. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous. Merci. Je rappelle que le film sort le 21 octobre au BDS. Une fois pendant les vacances. Merci Studio Canal pour l'avant-première. Et merci aux enfants pour les questions, c'était très intéressant. Merci à vous, je suis super content d'être venu. À bientôt. On va sortir par là, s'il vous plaît.